Luanda tôt ce matin, comme il était prévu depuis plusieurs jours, dans les cas des discussions qui s'y déroulent. Nous avons eu les privilèges de l'y accompagner ce matin et nous avons croisé à Luanda Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais aussi le haut représentant du président de la République qui nous fait l'honneur de participer à cet exercice exceptionnel de redevabilité parce que nous le faisons spécialement un dimanche parce qu'il est important pour nous, dans le cadre de la tradition qui est la nôtre sous la conduite du président de la République, de vous faire régulièrement le point de la marche du pays et surtout des situations particulière, spécifiquement la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui faisait depuis 2 ans, depuis juillet 2022, l'objet des discussions dans le cadre du processus de Luanda. Vous avez tous suivi cet après-midi ou cet avant-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela a été prévu. Le président de la République est parti, non pas qu'il ne savait pas que son homologue rwandais ne venait pas, mais parce que nous tenons à la paix. Et les gestes du président de la République étaient un geste de considération d'abord pour la médiation, qui s'est particulièrement activée, mais parce qu'il fallait montrer notre engagement pour la paix. La suite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cet acte posé par le président rwandais ressemble beaucoup à une forme de paternité de l'action portée par les M23, parce que on en a voulu en faire une ligne rouge. On n'en dira pas plus parce que nous avions, dans le cadre du front justement diplomatique, un général je vais passer l'expression passe, qui seconde le président de la République sur le front diplomatique. Madame la ministre d'État, merci de nous faire l'honneur encore une fois de participer à cet exercice de redevabilité. Il est un peu spécial parce que c'est dimanche, mais vous comprenez pourquoi. Nous savons que vous avez des heures et des heures encore de travail à continuer, mais on a voulu nous arrêter un moment pour que vous puissiez nous circonscrire d'abord le cadre de ce qu'on appelle Luanda, parce qu'on était censé en finir aujourd'hui, ou tout au moins à l'étape des discussions. Ce n'est pas arrivé. Nous donner une idée de la suite, parce que nous savons que le président de la République a rencontré les médiateurs, mais aussi les péripéties et finalement pourquoi les discussions n'ont pas abouti. Madame la ministre d'État, bonsoir, bienvenue dans cet exercice des redevabilités. Je ne sais pas par quel bout vous voulez commencer parce qu'il y a tellement à dire, mais il serait souhaitable que vous nous dites en liminaire ce que c'était d'abord le processus, comment on a évolué et où est-ce qu'on en est avant que nous puissions prendre des questions des professionnels des médias pour éclairer la lanterne des Congolais. Vous avez la parole. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et bonsoir aussi à tous les collègues de la presse. Merci pour votre intérêt et votre présence, en effet, un dimanche. Je pense qu'il serait utile de retracer le déroulement du processus de Luanda, qui a été lancé en juillet 2022, avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement des relations entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cette année, nous avons eu une série de réunions ministérielles dans le contexte de ce processus de Luanda, auquel j'ai participé. En 2024, il y a eu un total de 7 réunions ministérielles et j'ai eu l'honneur et la responsabilité de représenter les intérêts de la République démocratique du Congo pendant les dernières 6 réunions, à commencer par la réunion de juillet 2024, qui a abouti à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août. Un cessez-le-feu, il est très important de le dire, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étant donné que le processus de Luanda est un processus qui réunit 3 États, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la République d'Angola en tant que facilitateur. Et donc, la réunion de juillet a abouti à cette entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août, signé par la RDC et par le Rwanda. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma. Je me souviens que cet événement avait été aussi largement diffusé et couvert par la presse parce que c'était une mise en place de ce mécanisme qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu.
La troisième étape importante était la signature du concept d'opération le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a deux piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le deuxième pilier, l'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux deux parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui, le 15 décembre, entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23.
Donc, je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais encore une fois, je pense que c'était important que le président de la République se soit rendu à Luanda parce qu'il a pu échanger avec son homologue angolais et aussi exprimer sa reconnaissance pour ses efforts de médiation qui ont été déployés pendant plus de 2 ans par l'Angola. Et donc voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État de la concision. Vous avez dit beaucoup de choses, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines avec les questions qui seront posées, mais très rapidement, comment s'est déroulé justement ces discussions? Parce que nous savons que vous alliez jusqu'à des heures. Nous avons suivi que, par exemple, les Rwandais traînaient les pieds pour venir. Vous avez dit il y a quelques jours au Conseil de sécurité que dans le cadre, par exemple, du mécanisme de vérification, les experts ne venaient toujours pas. Est-ce qu'il y avait véritablement une volonté durant ces discussions de parvenir à une solution ou est-ce que c'était des gesticulations habituelles pour finalement dévoiler les vrais visages à la fin? Je pense que ce qui est important, c'est d'éviter les spéculations et de se concentrer sur les faits et sur les postures et sur les décisions politiques que le Rwanda a prises et que le Rwanda doit assumer. À commencer par le cessez-le-feu, entré en vigueur le 4 août. Depuis le 4 août, nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par les forces armées rwandaises présentes en République démocratique du Congo en violation flagrante du droit international. C'est la raison pour laquelle la facilitation, la République démocratique du Congo et le Rwanda aussi ont mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour que toutes ces allégations de violation du cessez-le-feu puissent être examinées et corroborées. Et donc ce mécanisme a été mis en place le 5 novembre, mais aujourd'hui, le 15 décembre, donc 40 jours plus tard, nous notons avec déception que la République démocratique du Congo a déployé ses experts le 5 novembre, que l'Angola a déployé ses experts le 5 novembre, mais que nous attendons jusqu'à présent les experts du Rwanda. Et j'ai même soulevé la question ce lundi au Conseil de sécurité, et je me souviens que l'ambassadeur du Rwanda a répondu que les experts étaient en route. Je ne sais pas s'ils se sont perdus. Je ne pense pas que le Rwanda soit si grand qu'on se perde pendant tant de jours, mais ils ne sont toujours pas arrivés à Goma. Donc, depuis lundi, et selon la réponse de l'ambassadeur du représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, les experts du Rwanda qui ont été nommés pour participer au mécanisme de vérification ad hoc sont en route vers Goma. Le temps qu'ils arrivent. On va commencer la série des questions. On commence par M. Bienvenu Marie Bakoumania, et puis ce sera Ange Kassongo, puis M. Achille Kadima. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Est-ce que la partie congolaise était surprise par ces refus du Rwanda de se présenter à la table de la signature? En cette séance, je suppose que vous avez compris comment il procède. Ma deuxième question, elle est aussi petite. Luanda parle de report. Kigali également parle de report. Kinshasa parle de quoi? Report ou échec? Merci. Voilà. Madame la ministre d'État, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Alors, la surprise, écoutez, comme je l'ai dit, nous constatons toujours la posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient extrêmement difficiles et pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociation, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale.
dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord et seraient tenus redevables pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international, que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Par rapport à votre deuxième question, est-ce que c'est un report ou un échec? Bon, l'un n'exclut pas l'autre. L'échec, en effet, il doit être constaté. Encore une fois, il y a un président qui invite ses homologues, qui invite 2 de ses homologues, et un qui ne vient pas, qui ne daigne pas d'honorer cette invitation. C'est un échec. La conséquence, c'est que certains acteurs essayent quand même de rester mobilisés pour la paix et font preuve de patience et de sagesse et disent « nous allons quand même continuer nos efforts ». Et c'est pour cela que nous n'abandonnons pas. Et c'est pour cela qu'il y aura un autre sommet. Et c'est pour cela que nous parlons ensuite d'un report. Mais d'abord, tout d'abord, c'est un échec. Et c'est l'échec du Rwanda. Tout à l'heure, apparemment, il y avait un petit souci de micro. Donc, la ministre d'État répondait à votre question si la République démocratique du Congo était surprise par la posture du Rwanda, ou encore pourquoi on parle, nous, des non-tenus, ou pourquoi on parle des reports, des discussions. Mais la vérité, c'est un échec pour le Rwanda. L'autre vérité aussi, c'est qu'il y a eu la démonstration de qui veut la paix et qui ne la veut pas. Il y a eu la démonstration de qui est le vrai fondateur parrain, porte-parole du M23. Et c'est tout à fait clair. Les faits aujourd'hui démontrent qu'il y a un pays qui veut la paix, qui travaille aux côtés du médiateur, mais il y a un autre qui, par des subterfuges, trouve des voies et moyens pour pouvoir s'y dérober. De toute façon, nous, avec le président de la République, on y mettra fin, d'une manière ou d'une autre. Madame Ange Kasongo, s'il vous plaît. Bonsoir, leurs excellences. Alors, permettez-moi de poser mes 2 petites questions en anglais, s'il vous plaît. C'est Ange Kasongo pour Reuters. So, the first is, can you tell us, please, what Kadima, s'il vous plaît. La ministre, selon votre collègue des Affaires étrangères du Rwanda, vous n'êtes pas tombé d'accord à cause de l'intransigeance de votre délégation, à cause de l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Dites-nous, madame, sur quel point Kinshasa ne saurait transiger, quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? La deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire les déplacements de Luanda?
Merci. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai commenter juste après. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voilà. Alors, sur votre question, comment interpréter le refus du président rwandais de venir à Luanda? Peut-être qu'il faut lui poser la question. Mais si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois, la guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair. Et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise, les Rwandais parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundu, qui a précédé Madame Lamineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise 2 accords sous les auspices de Philippe Augrandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on finira par y mettre fin. Les amis ne peuvent pas m'en vouloir. Une dernière question. Allez-y rapidement alors. Est-ce donc un refus pour revendiquer la paternité du M23? Mais je l'ai dit en liminaire, c'est la paternité du M23 qui a été bien évidemment revendiquée. Parce que vous savez, avant,
c'était toujours des camouflés. Si les M23 étaient véritablement un problème congolais, pourquoi les Rwandais doivent en faire une exigence dans les discussions avec les Congolais? Pourquoi? Pourquoi? C'est une affaire rwandaise qu'ils essayent de congoliser, parce que parmi nous, il y a des traîtres qui choisissent de rejoindre leur camp en espérant, malheureusement pour eux, qu'ils pourront tuer des Congolais pour arriver aux responsabilités à Kinshasa. Ça n'arrivera plus. Ils auront à la fois le président de la République et le peuple congolais derrière. On va évoluer avec M. Éric Izami. Merci de la Madame Lamineta, vous avez dit et vous avez fait mention que c'est un échec. Mais en même temps, vous avez parlé aussi du report. Alors, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que penser au report, c'est comme si nous, Kinshasa, nous croyons encore à ces processus qui a été, à mon avis, vidé de sa substance avec son non venu. Et puis au ministre de la Communication et Médias, Excellence, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que finalement on a compris, tout le monde a compris que Kagame ne respecte jamais rien. Mais encore, il faut seulement lui faire la guerre. Mais, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. Mais il faut regarder le coût que cela représente dans un contexte où nous avons déjà des millions de personnes qui sont décédées. Il faut regarder l'environnement diplomatique dans lequel Madame pourra peut-être mieux dire que moi. Il faut regarder aussi la détermination du président de la République à veiller sur la vie de chaque Congolais. Parce que fort malheureusement, la plupart de ces conflits se déroulent sur notre territoire. C'est pour ça que lorsque nous vous parlons du front diplomatique, le front diplomatique qui aurait pu, avec son rythme, nous donner des résultats. Lorsqu'on parle du front judiciaire, du front économique, du front médiatique, c'est parce que nous devons combiner tous ces efforts pour mettre un terme à une situation qui perdure depuis 30 ans. Madame la ministre d'État. Tout à fait. Et justement, je comprends tout à fait la préoccupation et l'interrogation sur la viabilité du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, notre combat, il se décline sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, c'est le front du dialogue, c'est le front des négociations, c'est le front de l'effort inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front militaire, nous avons notre front médiatique. Et donc, en même temps, nous restons concentrés sur ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui va rendre le Rwanda redevable, qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la pression et nous sommes reconnaissant du fait que nous avons aussi un facilitateur qui reste déterminé à trouver une solution durable à ce conflit. C'est aussi une manière très importante pour nous de confronter tous nos amis, tous nos alliés de la communauté internationale qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Et en effet, nous la privilégions. Mais en même temps, il faut un environnement propice, un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'efforts diplomatiques aussi viable. Et c'est là où nous responsabilisons ceux qui insistent sur la voie diplomatique. Maintenant que nous avons prouvé et que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre détermination, notre sérieux, et que nous faisons face chaque fois à une partie rwandaise qui aime nous faire perdre du temps, qui se perd dans des discours politiques, qui n'honore même pas des invitations d'un chef d'État, nous voulons aussi mettre à l'épreuve cette communauté internationale, ses amis, ses alliés qui insistent sur cette approche diplomatique. Maintenant, c'est le temps que ces voix-là s'élèvent et qu'elles tirent les conséquences des actions et des postures des uns et des autres. La République démocratique du Congo, le président de la République,